Dans l'immensité sauvage de Nouvelle-Guinée, Michael Rockefeller disparaît, avalé par la jungle. Sa fortune colossale, impuissante face à l'étreinte de la nature. Son embarcation retournée, un silence lourd s'abat, prélude à un mystère macabre. Et derrière ce silence, se cache une vérité choquante. Quelle horreur inimaginable a scellé son destin. Et surtout, pourquoi un tel acte ? Au XIXe siècle, un homme d'ambition modeste s'apprêtait à transformer radicalement le paysage économique américain. John Davison Rockefeller, un jeune sans diplôme, se lança dans l'aventure pétrolière avec une vision audacieuse. En cofondant la Standard Oil Company, il ne se doutait pas que son entreprise allait révolutionner l'industrie pétrolière, forgeant ainsi le début d'une fortune qui traverserait les siècles. L'ascension de John fut fulgurante. Sa maîtrise sans pareille du marché, combinée à des stratégies d'affaires innovantes, lui permit de s'approprier le titre de premier milliardaire des États-Unis. Ce capital colossal ne se contenta pas de se fructifier entre ses mains. Il s'enracina profondément dans l'arbre généalogique Rockefeller, chaque descendant se voyant confier la tâche sacrée d'accroître cet héritage. Le petit-fils de John, Nelson, né en 1908, incarnait la quintessence de la volonté et de l'ambition familiale. Dès son plus jeune âge, il nourrissait un rêve démesuré, celui d'embrasser une carrière politique. Cette aspiration ne tarda pas à se concrétiser, puisque fort du soutien indéfectible de sa lignée, il gravit les échelons jusqu'à devenir gouverneur républicain de New York. Sous son égide, le nom Rockefeller se mua en synonyme de progrès et de philanthropie, malgré les scandales qui vinrent entacher sa carrière politique. Sa vie personnelle fut tout aussi remarquable. Avec Mary Clark, sa première épouse, Nelson eut 5 enfants, Rodman, Anne, Stephen, et les jumeaux Marion et Michael. Les Rockefeller, dotés d'une fortune estimée à 900 millions de dollars à l'époque, une somme qui, ajustée à l'inflation, représenterait aujourd'hui plusieurs milliards, vivaient dans un luxe inégalé. Chaque enfant reçut une éducation exemplaire, symbole de leur statut privilégié et de leur avenir tout tracé dans l'empire familial. Cependant, derrière les dorures et les fastes, une quête d'identité propre commençait à germer chez le jeune Michael. Élevé dans l'opulence, destiné à perpétuer l'empire familial, il commença à rêver d'horizons plus vastes, de terres lointaines, où son nom ne serait pas un fardeau, mais un passeport pour l'aventure. Peu à peu, l'attrait pour l'art et l'évasion s'imposa comme une évidence, dessinant les prémices d'un destin hors du commun. Né en 1938, dans la haute société new-yorkaise, Michael grandit à l'ombre d'un homme qui ouvrait toutes les portes. Dès son plus jeune âge, il fut plongé dans un monde où l'excellence n'était pas une option, mais une exigence. Éduqué à la Buckley School, puis à la Phillips Exeter Academy, Michael brillait par son intelligence vive et sa curiosité insatiable. Il se démarquait non seulement dans les disciplines académiques, mais aussi dans le sport et les arts, révélant une polyvalence qui deviendrait le fil conducteur de sa vie. À Harvard, où il poursuivit ses études supérieures, Michael obtint des diplômes en histoire et en économie, affirmant ainsi sa soif de comprendre le monde dans sa complexité. Cet appétit pour la connaissance, couplé à un passage obligé dans l'armée, sembla préparer Michael à embrasser le rôle qui lui était destiné au sein de l'empire familial. Pourtant, son âme aspirait à autre chose qu'un destin écrit d'avance. Ce fut durant ces années à Harvard que l'étincelle de l'aventure s'alluma véritablement chez Michael. Son engouement pour l'art, encouragé par les traditions familiales, prit une tournure inattendue. Loin de se limiter aux classiques, il fut captivé par l'art dit primitif, un intérêt probablement influencé par les passions de son père pour les cultures lointaines et méconnues. Michael se mit à rêver d'exploration, d'expéditions au cœur de territoires inexplorés, où l'art n'était pas seulement une question d'esthétique, mais un langage universel puissant, témoin des civilisations les plus reculées. Et il voyait dans l'art primitif une vérité brute, une expression authentique de l'humanité dans ce qu'elle a de plus fondamental. Le jeune Michael comprenait que son héritage familial lui offrait une plateforme unique pour poursuivre cette quête d'authenticité. Cependant, il refusait de se laisser enfermer dans la tour d'ivoire dorée de ses aïeux. Michael voulait plus que tout faire ses preuves, se définir non par son nom, mais par ses actions et ses découvertes.
Son désir d'aventure était tel qu'il envisageait de repousser les limites de l'exploration, non pas pour ajouter à la gloire familiale, mais pour satisfaire une soif personnelle de connaissances et d'expériences inédites. Au cœur de la métropole new-yorkaise, un édifice abritait une collection sans pareille, reflet d'une passion transmise de génération en génération chez les Rockefeller. Fondé par Abby Aldrich Rockefeller, la grand-mère de Michael, le musée d'art moderne, MoMA, s'élevait comme un sanctuaire dédié à l'art sous toutes ses formes. Nelson, ayant hérité de cette affection pour l'art de sa mère, prit les rênes du musée, insufflant à ce lieu une vision novatrice. Cependant, l'intérêt de Nelson pour l'art ne se cantonnait pas au courant contemporain. Il était captivé par ce qu'on appelait alors l'art primitif, une appellation englobant les œuvres des cultures anciennes et indigènes, depuis l'Amérique du Sud jusqu'à l'Asie du Sud-Est. L'utilisation du terme primitif, bien que révolue de nos jours pour sa connotation péjorative, désignait à l'époque un art jugé simple, authentique et expressif. Confronté au refus du musée d'accueillir une exposition consacrée à l'art primitif, Nelson décida d'ouvrir son propre musée. Face au MoMA, ce nouvel espace offrait une liberté inédite pour exposer des masques en bois, des sculptures et divers artefacts des cultures tribales d'Afrique et des îles du Pacifique. L'attrait de Nelson pour ces objets tenait plus de l'esthétique que de la compréhension de leur signification culturelle profonde. Il avouait lui-même son indifférence quant à l'usage rituel de ces artefacts, se focalisant uniquement sur leur beauté visuelle. Cette vision de l'art, à la fois passionnée et désinvolte, Nelson la partagea avec ses enfants, y compris Michael. Dès son plus jeune âge, Michael fut immergé dans cet univers où l'art servait de pont entre les mondes, entre le familier et l'inconnu. Sa curiosité pour les cultures lointaines fut nourrie par les récits et les collections de son père, façonnant en lui un désir ardent d'exploration. Inspiré par l'engouement familial pour l'art primitif, Michael développa une vision unique, teintée par les récits de son père et les pièces majestueuses du musée familial. Contrairement à Nelson, son intérêt ne se limitait pas à l'esthétique. Il était poussé par une volonté de comprendre, de s'immerger dans les cultures à l'origine de ses œuvres. L'appel de l'aventure le conduisit à envisager un projet audacieux, participer à la réalisation d'un documentaire sur la Nouvelle-Guinée, une terre mystérieuse peuplée de tribus aux traditions séculaires. Son père, connaissant l'attrait de Michael pour l'art primitif, soutint cette entreprise, voyant en elle une continuité de l'héritage familial. Mais pour Michael, ce n'était pas seulement un héritage à perpétuer. C'était une quête personnelle, un voyage vers l'inconnu, guidé par la fascination pour des cultures dont l'art révélait une humanité brute et sans filtre. Cette aventure marquait le début d'un périple où l'art devenait la clé d'entrée dans un monde à la fois magnifique et impitoyable. En avril 1961, Michael, seulement âgé de 23 ans, s'embarqua pour la Nouvelle-Guinée, terre d'énigmes et de merveilles ancestrales. Animé par un désir ardent d'explorer et de documenter les cultures tribales méconnues, il rejoignit l'équipe de Robert Gardner pour un projet cinématographique ambitieux. L'expédition se préparait à plonger au cœur de l'inconnu, avec un équipement rudimentaire mais essentiel, caméra, enregistreur et une détermination sans faille. Michael, malgré son inexpérience en matière de cinématographie, se vit confier la responsabilité du son, un rôle qu'il accepta avec enthousiasme, y voyant une opportunité d'apporter sa pierre à l'édifice. La générosité de son nom apporta un soutien financier non négligeable au projet, facilitant l'accès à des ressources cruciales pour l'expédition. Leur objectif était clair, capter l'essence des tribus Dani et Asmat, dont les traditions et modes de vie restaient largement inexplorés par le monde extérieur. À leur arrivée dans la vallée de Baliem, l'équipe fut accueillie par des paysages d'une beauté à couper le souffle, un monde loin de la civilisation moderne, où le temps semblait s'être arrêté. Les premiers contacts avec les tribus Dani furent marqués par une curiosité mutuelle et une prudence compréhensible de part et d'autre. Michael fut particulièrement fasciné par l'harmonie avec laquelle ces peuples vivaient avec leur environnement, une symbiose qu'il s'efforça de capturer à travers son objectif. L'équipe s'installa dans la forêt, établissant un camp de base à proximité des villages tribaux. Ils passèrent les premiers jours à observer, à documenter les activités quotidiennes des Dani,
un peuple fier et résilient, dont les rituels et la structure sociale offraient un aperçu d'une humanité fondamentale. Michael, avec son appareil photo en main, se trouva souvent à l'écart, capturant des moments de vie brute, une pratique qui lui attira parfois les foudres de Gardner, qui le rappela à l'ordre pour se concentrer sur ses responsabilités audio. Leur présence n'était pas sans conséquences. Si certains membres des tribus étaient enthousiastes à l'idée de partager leur culture, d'autres se montrèrent méfiants, voire hostiles à ces étrangers venus d'un autre monde. Les interactions avec les tribus nécessitaient une approche respectueuse et sensible, un équilibre que l'équipe s'efforça de maintenir tout au long de leur séjour. L'exploration de Michael et de son équipe dans la vallée de Baliem dévoile un monde où le temps semble suspendu. La tribu Dani, avec ses coutumes ancestrales et son mode de vie en harmonie avec la nature, offre à l'équipe de documentaristes une fenêtre sur la préhistoire vivante de l'humanité. Les Dani, connus pour leurs compétences agricoles et leur architecture unique, vivent dans des huttes circulaires couvertes de chaumes, regroupés en villages organisés autour de places centrales où se déroulent rituels et célébrations. La vie quotidienne des Dani est rythmée par les saisons et les besoins de la communauté. Michael s'émerveille devant leur système d'irrigation sophistiqué et leur capacité à cultiver des tubercules dans un environnement montagneux. Il est également fasciné par les parures et les ornements corporels des Dani, qui révèlent leur statut social et leur bravoure. Les coiffes en plumes d'oiseaux, les colliers en dents de cochon sauvage et les peintures corporelles colorées captivent son objectif. Chaque détail racontant une histoire de fierté et d'appartenance. L'équipe documentaire assiste à des scènes de vie qui semblent échapper d'un autre âge. Des cérémonies de passage, des échanges de cochons, monnaie d'échange et symbole de richesse chez les Dani, et des démonstrations de force et d'adresse au combat. Les guerriers Dani, armés d'arcs, de flèches et de lances, pratiquent des simulacres de bataille, héritage d'un passé guerrier où les conflits tribaux étaient monnaie courante. Ces affrontements, bien que ritualisés, montrent l'importance de la guerre dans la culture Dani, un moyen de résoudre les disputes et de venger les offenses. La réalisation du film Dead Birds par Robert Gardner prend forme au milieu de cette immersion culturelle profonde. Le titre du documentaire, inspiré par la croyance Dani selon laquelle les guerriers tombés au combat se transforment en oiseaux, symbolise le cycle éternel de vie et de mort qui imprègne la société Dani. Le film cherche à capturer l'essence de ce peuple guerrier, mettant en lumière leurs relations complexes avec la mort et la violence, mais aussi leur amour pour la vie et leur communauté. Michael, bien que principalement chargé du son, se trouve souvent à la croisée des chemins entre sa mission officielle et son désir de documenter visuellement ses expériences. Ces photographies, prises à des moments de quiétude ou d'intense activité, ajoutent une touche d'humanité et de proximité avec les Dani que les séquences filmées peinent parfois à saisir. Sa perspective unique, celle d'un observateur à la fois étranger et désormais intégré socialement dans la tribu, confère à ces clichés une profondeur émotionnelle indéniable. Le tournage est parsemé de défis, tant techniques qu'humains. La barrière de la langue et les différences culturelles exigent de l'équipe une patience et une adaptabilité constante. Les équipements, lourds et encombrants, doivent être transportés à dos d'homme à travers des terrains difficiles, des rivières à gué et des sentiers dans la montagne. La météo imprévisible ajoute un niveau supplémentaire de complexité, les pluies torrentielles et le brouillard dense pouvant retarder le tournage pendant des jours. Au-delà des aspects pratiques, le film Dead Birds se heurte à des questions éthiques et philosophiques. En documentant la vie des Dani, l'équipe se demande jusqu'où ils peuvent aller sans perturber l'authenticité de cette culture. La présence de caméra influence-t-elle le comportement des sujets ? Dans quelle mesure le film réussit-il à capturer la vérité d'une société sans l'altérer ? Ces interrogations accompagnent Michael et ses collègues tout au long du tournage, les poussant à réfléchir sur le rôle de l'observateur et les limites de la représentation. Après avoir documenté la vie des Dani, Michael s'enfonça plus avant dans la jungle, attiré par les récits des Asmat, un peuple de sculpteurs dont l'art incarnait l'esprit et la mémoire de leurs ancêtres. Les Asmat vivaient dans des maisons sur pilotis, adaptées aux marées changeantes, leur village s'ouvrant sur des canaux qui servaient de voie navigable principale dans cette région marécageuse. L'approche de Michael était marquée par une profonde admiration et un respect pour la culture Asmat.
Il passa de longues heures à observer les artisans au travail, sculptant avec une précision et une passion qui le captivaient. Ces sculptures, allant de simples outils à des œuvres d'art complexes représentant des esprits et des ancêtres, étaient chargées de significations spirituelles et sociales profondes. Michael comprit rapidement que chaque pièce d'art Asmat était bien plus qu'un objet. C'était un lien vivant avec le passé, un médium à travers lequel les vivants et les morts communiquaient. Fasciné, il se mit à collecter des pièces, non seulement pour leur beauté esthétique, mais aussi pour leur importance culturelle, espérant ainsi préserver une partie de l'essence des Asmat. La quête d'artefacts ne fut pas sans défi. Michael dut naviguer dans un délicat équilibre d'échanges, où chaque acquisition était le résultat de négociations respectueuses et de compréhension mutuelle. Il apprit l'importance de l'échange dans la culture Asmat, où donner et recevoir renforçaient les liens sociaux et spirituels. Les objets que Michael désirait emporter avec lui étaient imbriqués dans la vie sociale et spirituelle des Asmat, et leur vente impliquait souvent des rituels et des accords qui dépassaient le simple échange matériel. Parmi les artefacts recueillis, les poteaux de guerre et les sculptures ancestrales se distinguaient par leur importance. Ces œuvres d'art, magnifiquement ornées et chargées de l'histoire du peuple Asmat, représentaient des ancêtres et des esprits protecteurs. Michael fut particulièrement attiré par ces pièces, conscient de leur signification profonde et désireux de les préserver du temps et de l'oubli. La collecte de ces artefacts ne se fit pas sans controverse. Michael était conscient du danger que représentait le déplacement de ces objets sacrés, hors de leur contexte culturel et géographique originel. Cependant, il croyait fermement que leur préservation dans un musée pourrait non seulement sauvegarder un patrimoine menacé par le changement et la modernisation, mais aussi sensibiliser le monde à la richesse et à la diversité des cultures indigènes. Son voyage parmi les Asmat fut également une période d'apprentissage intense pour Michael. Il fut témoin des rituels et des cérémonies qui rythmaient la vie des Asmat, gagnant ainsi une compréhension plus profonde de la signification des objets qu'il collectait. Cette expérience renforça sa conviction que l'art primitif ne devait pas être apprécié uniquement pour son esthétique, mais aussi pour son contexte culturel et spirituel. L'interaction continue avec les Asmat offrit à Michael des perspectives uniques sur leurs traditions et leur vision du monde. Il assista à des cérémonies de passage, des rites funéraires et des festivités qui célébraient la vie, la mort et le renouveau. Ces expériences lui permirent de comprendre la place centrale de l'art dans la vie des Asmat, non seulement comme une expression esthétique, mais aussi comme vecteur de mémoire collective et de continuité culturelle. Au fil de ces rencontres, Michael se lia d'amitié avec plusieurs membres de la communauté Asmat, des liens qui enrichirent sa quête d'artefacts d'une dimension personnelle et émotionnelle. Il apprit leur histoire, écouta les récits de leurs ancêtres et partagea des moments de leur quotidien. Ces échanges humains renforcèrent son engagement à présenter leur culture avec respect et intégrité, au-delà de la simple collecte d'objets. La conscience de l'impact potentiel de son action sur les Asmat le poussa à réfléchir profondément sur les implications éthiques de sa démarche. Michael comprit que chaque artefact emporté était un fragment de l'âme Asmat, un morceau de leur histoire et de leur identité. Cette prise de conscience le fit agir avec encore plus de sensibilité et de responsabilité dans le choix et l'acquisition des pièces pour sa collection. Cependant, sa quête n'était pas exempte de controverses. Au sein même de la communauté scientifique et artistique, des voix s'élevèrent pour questionner la légitimité et les conséquences du déplacement d'artefacts culturels hors de leur contexte d'origine. Michael dut naviguer entre ces critiques, défendant sa démarche comme un acte de préservation culturelle face à l'inexorable avancée de la modernisation et de l'oubli. Alors que son séjour en Nouvelle-Guinée touchait à sa fin, Michael se prépara à retourner dans son pays natal, emportant avec lui non seulement une collection d'artefacts inestimables, mais aussi une multitude de souvenirs, d'enseignements et de questions nouvelles. Son expérience avait transformé sa vision du monde, approfondi sa compréhension de l'interconnexion entre les peuples et renforcé sa détermination à œuvrer pour le dialogue et le respect entre cultures. Le retour de Michael aux États-Unis marqua le début d'une nouvelle étape dans sa vie. Il était désormais porteur d'un message, celui de l'importance vitale de la diversité culturelle et de la nécessité de préserver les patrimoines menacés
par l'homogénéisation globale. Sa collection, une fois exposée, deviendrait un témoignage vivant de sa quête, un pont entre les mondes, invitant les visiteurs à explorer, à apprécier et surtout à respecter les richesses culturelles de l'humanité. Dans la continuité de son aventure en Nouvelle-Guinée, Michael Rockefeller se consacra à la préparation de l'exposition de sa collection d'artefacts. Chaque objet, choisi avec soin et respect, racontait une histoire, incarnait une tradition et reflétait l'esprit d'un peuple dont la vision du monde avait profondément touché Michael. Son héritage ne serait pas seulement une contribution majeure à l'art primitif, mais un vibrant plaidoyer pour l'attente interculturelle et la préservation des patrimoines immatériels de notre planète. Mais très vite, Michael prépara une dernière expédition. En novembre 1961, Michael, accompagné de l'anthropologue néerlandais René Wassing, se lança dans un voyage en direction des villages asmates les plus reculés. Il naviguait à bord d'une pirogue motorisée, traversant des étendues d'eau labyrinthiques où la jungle dense se reflétait dans les eaux calmes. Michael était animé par l'excitation de compléter sa collection, mais aussi par une profonde admiration pour les peuples qu'il avait rencontrés, dont l'art et la vie quotidienne avaient profondément touché son cœur. Le voyage était risqué, les conditions météorologiques étaient imprévisibles, et les eaux de Nouvelle-Guinée, infestées de crocodiles et d'autres dangers, ne pardonnaient pas. Pourtant, Michael était convaincu de la nécessité de cette dernière mission, voyant dans ces artefacts un moyen de partager avec le monde entier la richesse et la beauté des cultures qu'il avait découvertes. Le 19 novembre 1961, alors que Michael et René étaient en route vers un autre village asmate, leur pirogue fut prise dans une tempête soudaine. Les vagues violentes et les rafales de vent rendirent la navigation extrêmement difficile. L'embarcation, surchargée et instable, commença à prendre l'eau, mettant en péril la vie des deux hommes. Face à l'imminence du naufrage, Michael prit une décision audacieuse. Conscient que rester à bord de la pirogue diminuait leurs chances de survie, il choisit de chercher du secours en nageant jusqu'à la rive la plus proche. Équipé de bidons d'essence vides pour l'aider à flotter, il plongea dans les eaux tumultueuses, laissant René, qui ne savait pas nager, à bord de la pirogue dans l'espoir que les secours arrivent rapidement. Michael disparut dans les vagues, et malgré les efforts de recherche déployés immédiatement après l'incident, aucune trace de lui ne fut retrouvée dans les jours qui suivirent. René Wassing fut secouru le lendemain, épuisé mais vivant, racontant l'histoire de la disparition tragique de son compagnon. La disparition de Michael en Nouvelle-Guinée déclencha une des plus grandes opérations de recherche de l'époque, impliquant la famille Rockefeller, les autorités locales et même le gouvernement des États-Unis. Consciente de l'urgence et de la gravité de la situation, la famille Rockefeller n'épargna aucune dépense ni effort pour retrouver Michael, vivant ou mort. Des équipes de recherche, équipées d'hélicoptères, de bateaux et de plongeurs, sondèrent les eaux et explorèrent la jungle dense, tandis que des appels furent lancés aux villages locaux pour toute information pouvant conduire à Michael. Les autorités néerlandaises qui administraient alors la Nouvelle-Guinée occidentale se mobilisèrent également, bien que leurs ressources et leur portée fussent limitées par le terrain difficile et les vastes étendues à couvrir. Les efforts combinés de toutes les parties concernées aboutirent à une couverture médiatique internationale, attirant l'attention du monde entier sur le mystère de la disparition de Michael. Malgré cette mobilisation sans précédent, les jours se transformèrent en semaines, puis en mois, sans qu'aucun indice concluant ne soit découvert. L'immensité de la jungle et la complexité du réseau fluvial rendaient la tâche presque insurmontable. L'espoir de retrouver Michael vivant s'amenuisa progressivement, et la famille dut se résoudre à la douloureuse possibilité qu'il ne soit jamais retrouvé. Au fil des années, l'absence de réponse concrète a alimenté diverses théories sur le sort de Michael Rockefeller. L'une des hypothèses les plus répandues est qu'il ait succombé aux éléments naturels peu après avoir quitté la pirogue, noyé par les courants forts ou attaqué par les crocodiles omniprésents dans les eaux de la région. Une autre théorie suggère que Michael aurait pu être victime d'un acte de violence de la part d'une des tribus locales, possiblement en représailles à des griffes antérieures ou à cause de malentendus culturels. D'autres ont pensé que Michael ait survécu à son aventure initiale, intégrant une tribu locale et choisissant de rester caché, voire de vivre le reste de sa vie en Nouvelle-Guinée. Enfin, certains ont avancé que Michael aurait pu orchestrer sa propre disparition,
pour échapper à la pression de son héritage familial et commencer une nouvelle vie sous une identité différente. C'est en 2014 que le sort de Michael a finalement été dévoilé, bien que non reconnu officiellement pour des raisons politiques et diplomatiques. Carl Hoffman, un journaliste de National Geographic, a révélé dans son livre Savage Harvest que de nombreuses enquêtes menées par les Pays-Bas avaient abouti à des preuves que les Asmat avaient tué Michael. 2 missionnaires hollandais présents sur l'île, ayant vécu parmi les Asmat pendant des années et parlant leur langue, ont informé les autorités locales qu'ils avaient entendu de la bouche des Asmat que certains d'entre eux avaient tué Michael. L'officier de police envoyé enquêter sur le crime l'année suivante est arrivé à la même conclusion et a même réquisitionné un crâne que les Asmat prétendaient appartenir à Michael. Tous ces rapports ont été rapidement classés dans des dossiers confidentiels et n'ont pas fait l'objet d'une enquête approfondie. Il a été dit à la famille Rockefeller qu'il n'y avait rien dans les rumeurs selon lesquelles leur fils avait été tué par des indigènes. Alors pourquoi cette confidentialité ? Dès 1962, les Néerlandais avaient déjà perdu la moitié de l'île au profit du nouvel État d'Indonésie. Ils redoutaient qu'une perception d'incapacité à maîtriser la population indigène conduise rapidement à leur expulsion. Lorsque Carl Hoffman a décidé d'enquêter sur ces allégations vieilles de 50 ans concernant la mort de Michael Rockefeller, il a commencé par se rendre à Otjanep. Là-bas, se faisant passer pour un journaliste documentant la culture du peuple Asmat, son interprète a surpris un homme disant à un autre membre de la tribu de ne pas discuter du touriste américain qui était mort là-bas. Lorsque l'interprète, poussé par Hoffman, a demandé qui était cet homme, on lui a répondu qu'il s'agissait de Michael. Il a appris que tout le monde sur l'île savait que le peuple Asmat d'Otjanep avait tué un homme blanc et qu'il ne fallait pas en parler par crainte de représailles. Il a également appris que le meurtre de Michael était une représaille en soi. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir en 1957, juste 3 ans avant la première visite de Michael sur l'île. Un massacre a eu lieu entre 2 tribus Asmat. Les villages d'Otjanep et d'Omadezep ont tué des dizaines d'hommes de l'autre camp. Le gouvernement colonial hollandais, ayant pris le contrôle de l'île depuis peu, a tenté de mettre fin à la violence. Ils sont allés désarmer la tribu reculée d'Otjanep, mais une série de malentendus culturels a abouti à ce que les Hollandais ouvrent le feu sur les Otjanep. Lors de leur première rencontre avec des armes à feu, le village d'Otjanep a vu 4 de leurs chefs de guerre tués par balles. Les Asmat étaient jadis connus pour leur pratique de chasseurs de tête, profondément ancrée dans leur culture et leur système de croyances. Cette tradition avait une signification spirituelle et sociale complexe pour les Asmat. Elle était liée à la guerre, au prestige et au cycle de vengeance entre les clans. La tête d'un ennemi tué au combat était considérée comme un trophée, censé apporter honneur et protection spirituelle au chasseur et à sa communauté. Ces rituels faisaient partie intégrante de l'identité Asmat, témoignant de leur connexion profonde avec les ancêtres et le monde spirituel. C'est dans ce contexte que les membres de la tribu de Janep sont tombés sur Michael alors qu'il nageait vers le rivage bordant leur terre. Selon le missionnaire hollandais qui a entendu l'histoire pour la première fois, les membres de la tribu ont d'abord cru que Michael était un crocodile, mais en se rapprochant, ils l'ont reconnu comme un homme blanc, comme les colonisateurs hollandais. Malheureusement pour Michael, les hommes qu'il a rencontrés étaient eux-mêmes des chefs de guerre et les fils de ceux tués par les Hollandais. L'un d'eux aurait dit « Peuple de Janep, vous parlez toujours de chasser des têtes de blancs, eh bien voici votre chance. » Bien qu'hésitant, principalement par peur, ils ont finalement transpercé et tué Michael avec des lances. Ensuite, ils ont consommé son cerveau et cuit le reste de sa chair. Ses os de cuisse ont été transformés en dagues et ses tibias ont été taillés en pointe pour faire des lances de pêche. Son sang a été drainé et les membres de la tribu se sont aspergés de celui-ci tout en effectuant des danses rituelles. Conformément à leur théologie, le peuple d'Otjanep croyait rétablir l'équilibre dans le monde. La tribu de l'homme blanc avait tué 4 des leurs, et maintenant ils avaient pris leur revanche. En consommant le corps de Michael, ils pouvaient absorber l'énergie et le pouvoir qui leur avait été pris. Peu de temps après,
Le village d'Odjanep a regretté sa décision. La recherche qui a suivi le meurtre de Michael a terrifié le peuple asmat, dont la plupart n'avaient jamais vu d'avion ou d'hélicoptère auparavant. Juste après cet événement, la région a également été frappée par une horrible épidémie de choléra que beaucoup ont vue comme une vengeance pour le meurtre. Bien que de nombreuses personnes asthmates aient raconté cette histoire à Hoffman, personne n'ayant participé à la mort n'a voulu se manifester. Tous ont simplement dit que c'était une histoire qu'ils avaient entendue. Un jour, alors que Hoffman se trouvait dans le village peu de temps avant son retour aux États-Unis, il a vu un homme mimer un meurtre dans le cadre d'une histoire qu'il racontait à un autre homme. Le membre de la tribu a prétendu lancer une lance, tirer une flèche et couper une tête. Entendant des mots liés au meurtre, Hoffman a commencé à filmer, mais l'histoire était déjà terminée. L'admission par les autorités hollandaises que Michael avait péri en mer, plutôt que tué et consommé à terre, aurait servi à masquer l'incapacité à maintenir le contrôle sur les pratiques de chasseurs de têtes et de cannibalisme encore présentes. Reconnaître la vérité aurait signifié admettre que la colonie n'était pas sous contrôle total, une réalité inacceptable pour le gouvernement hollandais. Ces récits macabres révèlent un aspect sordide de la confrontation entre Michael, animé par sa quête de collecte d'artefacts, et les pratiques ancestrales des asthmates. Dans une ironie tragique, la passion de Michael pour l'art primitif et sa fascination pour les coutumes des asthmates l'auraient conduit à devenir la victime de la culture qu'il cherchait à préserver et à comprendre.